Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aujourd'hui à l'Université de la Terre, où on va parler cet après-midi d'art. On va parler du rôle de l'artiste dans le monde de demain. Alors vous savez, on vit aujourd'hui une crise un petit peu dramatique. On vit des crises dramatiques. On est dans un monde où on nous le ressasse tout le temps, qui s'essouffle. Notre modèle est un petit peu au bout du rouleau. Et pourtant, on a l'impression qu'on n'a jamais eu autant de mal à imaginer le futur, à dresser des nouveaux chemins, des nouvelles voies. Les éclaireurs habituels que sont les politiques, les intellectuels, ou même les citoyens ont du mal à trouver, à tracer ces nouveaux chemins, à imaginer ce monde de demain dans lequel vivront les générations futures. Et dans ce contexte délicat, évidemment, se pose la question du rôle de l'artiste. Alors c'est sûr que dans un monde rythmé par les soubresauts du CAC 40, c'est pas facile tous les jours pour un artiste de trouver sa place. Certains les regardent comme des êtres hypersensibles, porteurs de mémoire, porteurs de culture, porteurs d'une certaine lumière, et qui auraient une aptitude à porter un œil neuf sur notre monde. D'autres leur accordent un rôle beaucoup plus dramatique. Les artistes seraient des oiseaux de mauvais augure, seraient un petit peu les personnes qui prédisent les grandes catastrophes, qui annoncent les grands malheurs de notre monde à venir. D'autres les voient comme des simples amuseurs, des amuseurs publics, divertissants. D'autres encore les traitent de parasites, qui vivent en marge de la société et qui en profitent. On parle aussi beaucoup des artistes engagés, souvent pour les cantonner dans un rôle strictement politique, de soutien à tel ou tel parti. C'est surtout, l'art est à mon avis le reflet de notre époque, de notre mémoire et de notre devenir. Et l'artiste, c'est un explorateur du monde des possibles, c'est un être en prise avec son environnement, avec le monde qui l'entoure. Sa fonction est par nature ambiguë, elle est subversive, et son travail est à la fois porteur d'espoir et de désespoir. Donc on va essayer de faire un petit peu avancer le débat, de le projeter dans le futur, et de comprendre si les artistes sont ou pas ces personnes qui vont nous aider, nous éclairer pour le monde à venir. Est-ce qu'ils ont un rôle à remplir? Est-ce qu'ils doivent être transgressifs à tout prix pour faire avancer le débat? Est-ce que les œuvres d'art nous protègent d'un certain formatage, une forme de standardisation du monde? Bref, les artistes sont-ils les éclaireurs de demain? On va en parler avec 4 invités, 4 artistes. Luc Jacquet, cinéaste, Jules, auteur de bande dessinée, John Wan, qui est graffeur et peintre, et Rachid Koraïchi, le plasticien algérien. Je vais demander, on va à chaque fois les appeler à chacun leur tour. Il y aura un petit film qui sera projeté pour que vous compreniez mieux leur univers artistique. Je vais poser une question courte à chacun et après, une fois qu'ils seront tous les 4 là, on rentrera vraiment dans le vif du sujet. Je demande d'abord à Luc Jacquet de me rejoindre. Luc Jacquet, vous pouvez l'applaudir. Luc Jacquet est cinéaste, il est de formation scientifique, il a beaucoup étudié la biologie animale, l'écologie, notamment les milieux de montagne. Il est passionné par l'Antarctique, passionné par les îles australes. Il a fait beaucoup de films documentaires sur la nature. Vous connaissez peut-être sûrement d'ailleurs La Marche de l'Empereur, pour lequel il a eu l'Oscar du meilleur documentaire. Il travaille aujourd'hui, il nous en parlera sûrement, sur un projet cross-média qui s'appelle « Il était une forêt », consacré aux dangers qui guettent les grandes forêts du monde. Et il a créé l'association Wild Touch, qui soutient des programmes de conservation de la nature par des films et des événements. Il va nous expliquer un petit peu comment, à travers son travail artistique, il essaie de rapprocher l'homme de la nature. On peut lancer le film peut-être, et puis après je poserai une question courte sur le monde qui s'annonce.
Voilà, un extrait du film sur les forêts de Luc. Alors Luc, est-ce que le monde qui vient, puisque c'est la thématique cette année de l'Université La Terre, est-ce que le monde qui vient va être meilleur? Je sais que pour un fin connaisseur de l'écologie et de la biologie animale, c'est peut-être pas évident. Le monde, il ne sera pas meilleur tout seul. Il sera meilleur si on le rend meilleur. Et je pense que c'est l'idée, c'est l'initiative de tous, et en particulier cette question que peut se poser l'artiste, c'est-à-dire comment moi je peux contribuer avec mon savoir-faire à faire bouger les choses. Et c'est vrai que pour resituer pourquoi je suis là aujourd'hui, j'ai eu là une chance infinie, c'est-à-dire que avec mon premier film, j'ai eu un Oscar, et je me suis dit avec cet Oscar, est-ce que je peux continuer à parler de la nature comme j'en parlais jusqu'alors, et comment peut-être je peux investir mon succès pour faire changer les choses, parce que je suis écologue de formation. Je suis devenu cinéaste ensuite, et je vois bien que les choses ne vont pas, je vois bien que le monde se dégrade de jour en jour, et je me dis comment on inverse la tendance. Et on a beau parler, on a beau investir, on a beau mettre énormément d'argent sur la table, on voit qu'on continue à couper les forêts, on voit qu'on continue à piocher dans les ressources, etc., etc. Donc je me suis dit, peut-être que le meilleur moyen pour faire changer les choses, c'est faire ce que je sais faire, prendre le risque de donner envie, créer une initiative, continuer à croire à cette utopie qu'on peut faire basculer le destin du monde avec des volontés humaines, et à travers ce formidable outil qu'est l'émotion, qui est un langage parfaitement universel, qui est transmissible partout dans tous les pays du monde. Et le cinéma est un formidable passeur d'émotions. Et plus que le cinéma, l'art en général est un formidable passeur d'émotions. Et c'est comme ça qu'on a bâti une initiative avec Wild Touch, effectivement, autour des grandes forêts tropicales, que vous verrez au cinéma dès le mois de novembre. Voilà. Très bien. Merci. Je vais demander à Jules de nous rejoindre. Jules est auteur de bande dessinée. Il a eu une première vie très universitaire. Il a été passé par Normal Sup, agrégé d'histoire. Il est chercheur en cynologie, il a été prof à la fac. Puis il a une deuxième vie, il a été dessinateur de presse. Il a travaillé à Nouvel Obs, Charlie Hebdo, entre autres. Depuis 2008, vous le voyez sûrement sur le plateau de La Grande Librairie, émission de François Bunel sur France 5, à laquelle il apporte son humour. Et plusieurs succès de librairie ces dernières années. Il y a eu Il faut tuer José Bové sur une sorte de plongée délirante sur l'altermondialisme, dans le monde de l'altermondialisme. Il y a eu La Croisade s'amuse, journal intime de Madame Ben Laden. Plus récemment, il y a eu Silex and the City, dont on va voir un extrait. Une sorte de saga familiale préhistorique qui est une véritable satire en fait, de notre quotidien ultra technologisé. Et Jules, il apporte son regard de sociologue, un peu de philosophe. Il va nous expliquer quel miroir de la société il nous renvoie à travers son travail. On va regarder un extrait de Silex in the City, justement. Nous sommes en moins 40 000 avant Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toute, non, une vallée résiste encore et toujours à l'évolution. Moi, c'est bien simple, Webb. J'ai jamais pu supporter tous ces mecs qui se prennent pour des artistes. À quoi ça sert, tout leur truc? Tu peux me le dire? C'est même pas beau, ça prend de la place et c'est complètement inutile. Écoute, papa, si la soirée d'inauguration de la Biennale d'art préhistorique contemporain ne t'intéresse pas, tu n'étais pas du tout obligé de m'accompagner. Attends, ma fille se fait inviter dans une exposition par un homo habilis à papa que personne ne connaît et qui se prend pour Michel-Ange. Et je suis censé la laisser y aller toute seule? Raon ne se prend pas pour Michel-Ange, papa. C'est un des artistes plasticiens les plus prometteurs de la scène paléolithique. Ses performances sont connues bien au-delà de notre vallée. Ouais, ben, il a pas intérêt à en faire avec toi des performances. Parce que je lui remodellerai le portrait, moi, ton plasticien. En ce moment, j'expose chez Lascaux. J'ai beaucoup hésité, mais j'ai fini par accepter de leur confier quelques pièces. Tu parles, toutes ces œuvres ont été refusées par la grotte Chauvet. Tous ces petits snobs, ils sont insupportables. Bon, il est où ton blanc-bec? Oh! Oh merde! Ils invitent 200 personnes à un vernissage. Ils auraient pu au moins enlever les stalactites. Ce que vous prenez pour une vulgaire stalactite, mon petit ami, n'est autre que le sublime stalagmite inversé de Rudolf Frankenheimer. Webb! Je suis tellement content que tu sois venu. Raon, je te présente mon père, papa, Raon de la Pétaudière. Monsieur.com, je suis enchanté de vous rencontrer enfin. C'est une biennale exceptionnelle, n'est-ce pas? Ouais. Mais dites-moi, je pose la question, hein. Il y a des gens qui achètent tous ces trucs?
Papa n'est pas un grand spécialiste d'art contemporain. Ah, mais je vous comprends très bien, c'est déroutant. Laissez-moi vous faire visiter un peu l'exposition. Je vais vous montrer les œuvres les plus intéressantes. Alors là, c'est typique de la nouvelle génération d'hommes de Pékin qui ont une très très grosse cote sur le marché de l'art en ce moment. Cet artiste chinois a utilisé pour son installation 120 crânes de chasseurs-cueilleurs tibétains. Ça, de l'art, fracasser la tête de 120 mecs, bouffer leur cerveau et empiler les crânes, n'importe quel enfant de 4 ans est capable de faire la même chose. Ah oui? Bon, dites donc, où est-ce qu'on peut faire pipi ici? Parce qu'avec tout ce champagne là... Il y a des toilettes au fond de la caverne à gauche. Mais prenez une torche, c'est pas éclairé. Nous nous trouvons ici, à l'intérieur de la structure de l'œuvre. L'artiste a reproduit en temps réel la grotte de Lascaux uniquement avec des allumettes. Oh, pardon, je croyais que c'était les toilettes. Autant pour... La production de toute une année réduite en cendres. Je suis désolée pour toi, Raon. Quelle merveille, quelle audace. Mais où est l'artiste? Il faut qu'il serre dans mes bras. Monsieur.com, accepteriez-vous de réjouir cette œuvre à Berlin? Et à Tokyo? Et à Sidi Bouzid? Oui, voilà. Désolé. À retrouver en bande dessinée et en série animée, Silex in the City. Jules, même question, comment l'artiste peut rendre ce monde meilleur? En fait, surtout, je pense qu'il y a pas mal d'artistes dans les différents champs dans lesquels ils travaillent qui font ça juste parce que sinon ils auraient des ulcères. Et donc, moi, je sais que mes dessins et tout mon travail, je le fais d'abord pour moi parce que sinon, je pense que j'aurais beaucoup de symptômes d'angoisse et de stress face à la vie et finalement à une espèce d'énorme pression juste de voilà, la société de masse, la société de consommation, toutes ces espèces d'injonctions très coercitives sur lesquelles on est complètement pris aujourd'hui. Donc je le fais d'abord pour moi et je pense qu'ensuite les gens qui vont vers mon travail, ils trouvent aussi une espèce de soulagement, je dirais, une espèce de décalage par rapport à quelque chose qui peut être assez oppressant. Et donc en fin de compte, avant tout, c'est déjà quelque chose presque de préventif. Il y a une fonction un peu comme ça. Ensuite, il y a ce système, par exemple, en tout cas, par exemple, pour Silex and the City, et puis pour le travail que je peux faire en tant que dessinateur de presse, je dirais, de réappropriation, de mise à distance de choses qui nous sont livrées toutes crues, des espèces de structures, finalement, de raisonnement, des formules toutes faites, je dirais, des choses qu'on a tendance à répéter soi-même, qui nous imprègnent, qui nous traversent, et se réapproprier ça, je dirais, par le décalage, en changeant juste un mot, en changeant un petit concept, en se disant mais oui, mais c'est complètement idiot ce que je viens de dire. Ce que j'écoute à longueur de journée dans cette espèce de flux de communication médiatique ou artistique en général, j'ai quand même un petit peu mon mot à dire. Je suis pas seulement juste sujet. Objet de cette réception, mais voilà, redevenir d'une certaine façon un sujet des choses qui nous arrivent. Bon, on va creuser un peu. Et puis juste se marrer, hein, juste aussi. Voilà. On va accueillir John Wan, qui est graffeur et peintre. Il peut nous rejoindre. John Wan, qui est graffeur très jeune, dès son adolescence, il a grandi à Harlem. John Andrew Perello, d'origine dominicaine, de son vrai nom. Il vit à Paris depuis 87. Et John Wan est devenu une figure majeure de la culture graffiti. Il a travaillé beaucoup dans le quartier de Stalingrad. Il a travaillé après, dans les années 90, sur toile. C'est devenu un peintre qui a rencontré un très grand succès. Il a un travail de toile abstraite très épuré qui s'expose un peu partout dans le monde. Et depuis quelques années, il travaille avec la Fondation Abbé Pierre, un engagement social qui s'est traduit notamment par une superbe fresque au square des Deux Nets dans le 18e. Si vous avez l'occasion d'y faire un tour, c'est très beau. Il va nous parler un petit peu de ça. John Wan, même question pour ouvrir le débat. Comment un artiste, comment un graffeur comme vous, peut rendre ce monde meilleur? Comment l'artiste peut œuvrer pour un monde meilleur? Wow, ça c'est beaucoup à demander pour les artistes. Comme déjà c'est un boulot à exister comme un artiste parce que le moment que tu as envie de t'exprimer, c'est un combat de tous les jours. Et pour rendre le monde meilleur, je pense que oui, c'est possible. Il y avait un ami de moi qui m'a toujours dit qu'en peignant, tu peux changer les choses. Et moi, j'ai toujours eu ce type de valeur en disant que la peinture, c'est une chose de nécessité dans notre monde.
et qu'aujourd'hui, l'art, il faut que ça existe. Et parce que nous vivons dans un monde des capitalistes, des consommations, les gens, les valeurs, ça change, les fondamentales. Je pense que la peinture et la couture, avant tout, ça remet tout à sa place. Ouais. Ok. On va accueillir notre quatrième invité, Rachid Koreichi, qui est plasticien, qui est peintre. Rachid Koreichi est algérien. Il est passé dans sa jeunesse par les Beaux-Arts d'Alger, par les Arts Déco à Paris. Il vit entre la France et la Tunisie. Et c'est une personnalité très imprégnée de culture soufie. Il travaille sur différents matériaux, sur la soie, il travaille l'argile, il travaille l'acier, il travaille la pierre. Il peint sur parchemin, il réalise des tapisseries, il est aussi un calligraphe, même si je sais qu'il n'aime pas trop forcément qu'on le qualifie comme ça. Il expose un peu partout dans le monde, lui aussi, depuis les années 70. Plasticien fidèle à la tradition et passionné d'innovation, et qui recherche dans ses œuvres cette rencontre entre la tradition et notre époque moderne. Même question, Rachid, pour lancer un petit peu ce débat. Comment, à votre niveau, vous voyez le monde qui vient? Est-ce qu'il peut être meilleur et comment le rendre meilleur pour un artiste plasticien comme vous? Moi, je ne sais pas si on peut avoir la prétention de dire on rend le monde meilleur. Je pense de toute façon on est déjà entouré de pas mal de choses désagréables, de plus en plus malheureusement. Mais par contre, je pense que tous on a en partage et surtout, je crois que tous les créateurs, tels qu'ils soient dans la littérature, le cinéma, la poésie, la musique, construisent ensemble l'héritage de l'humanité. Qu'il soit bon ou mauvais, ça c'est pas à nous de juger, on le met en place, mais je crois que tous, et malgré les galères, tout le monde est déjà en train de mettre en place ce qu'on doit laisser aux autres et on partage aux autres. Voilà, je pense que de cette manière, moi je le vois d'abord, faire le don aux autres, offrir à l'autre, je pense que c'est la meilleure chose qui puisse exister. D'accord. Peut-être une question pour Luc. Vous parliez tout à l'heure de ce langage de l'émotion, d'être un passeur d'émotions. Est-ce que c'est la meilleure manière pour un artiste de toucher les gens, et comment est-ce qu'on est dans une démarche au début personnelle, forcément, ce que disait Jules, ou est-ce qu'on est dès le départ, on se sent missionné, on se sent imprégné d'une sorte de responsabilité collective quand on aborde... Moi, je pense pas qu'il y ait le sentiment de responsabilité. C'est d'abord qu'on a des choses à dire et que le monde qu'on nous propose n'est pas supportable. Donc la logique après, c'est plus une logique de nécessité. Comment je vais arriver à dire ce que j'ai au fond de moi, comment je vais arriver à faire bouger les choses pour orienter le monde vers quelque chose qui me paraît plus pertinent compte tenu de ma propre expertise. Et c'est là qu'effectivement le langage de l'émotion est un langage absolument formidable, c'est-à-dire qu'il va vraiment, dans un monde où on est surchargé de toute forme de messages qui vont de plus en plus vite, l'émotion a cette vertu d'être quelque chose de véritable qu'on ne peut pas vous prendre, qu'on ne peut pas inventer, on ne peut pas feindre l'émotion, vous la ressentez ou vous la ressentez pas. Quelque chose qui ne s'achète pas, c'est quelque chose d'absolument fondamental, et je crois que faire appel à ça, c'est faire appel à l'être humain dans ce qu'il a de plus intime. Je crois que c'est aussi pour ça que le message passe aussi fort. Et quelle que soit la manière dont on va le véhiculer, quelle que soit la forme d'art qu'on va employer pour arriver à toucher l'émotion de chacun, je crois que ce qui compte au fond, c'est qu'on s'adresse d'homme à homme profondément dans le noyau intime de la personnalité. Rachid, peut-être là-dessus, vous aussi, vous sentez au départ porteur d'un message, vous avez des choses à dire et c'est par l'œuvre que vous les transmettez ou... Moi, je ne sais pas, j'ai peur que ce soit trop prétentieux de dire je vais passer un message. Je fais ce que je dois faire, ce que je ressens intimement, avec beaucoup d'honnêteté, je pense, surtout de faire attention à ne pas faire du mal autour de soi. Je ne sais pas ce que c'est que porter donc un jugement sur une œuvre, c'est bon ou c'est pas bon. Je pense que l'artiste sincère, ça le concerne et c'est important. C'est pas lui de juger, je pense à l'histoire de l'art après, de voir à décanter les choses. D'accord. Jules, sur la fonction de la satire aujourd'hui, c'est une manière de prendre de la hauteur, comment on travaille le rapport à l'actualité. En fait, c'est très particulier parce qu'il y a une invasion totale des humoristes et des blagueurs dans toutes les sphères des médias, c'est-à-dire même dans les médias sérieux, dans les débats grave, il y a toujours une espèce de pastille, je dirais quasiment obligatoire du rigolo de service, et ça a contribué un petit peu à, je dirais, dévaloriser ou à banaliser une espèce de chose qui est quand même assez importante, cette mise à distance satirique-là. Donc le problème, c'est que
je pense que, avant tout, c'est quelque chose que j'ai beaucoup répété au moment où il y avait l'affaire des caricatures de Charlie Hebdo, etc. L'humour et la satire, c'est une question de contexte. Et vraiment, c'est un élément absolument fondamental. Il est complètement normal qu'un dessin destiné à un public conservateur d'un journal provincial danois ne soit pas compris dans une madrasa à Peshawar. Enfin, ce serait complètement aberrant d'espérer que ce soit le cas. Donc, et ce contexte-là, il est valable de la même façon qu'il y a un dessin qu'un dessinateur publie dans Charlie Hebdo. S'il est publié dans Minute, le même dessin, et là, c'est pas la même chose. Tout est exactement dans la réception. C'est un truc vraiment, voilà, transitionnel d'une certaine façon. Donc, je dirais qu'il faut faire attention à ça. Le point de départ de ma réponse, c'était quoi déjà ? Sur la satire, la fonction oui, de la satire. sur la fonction de la satire. Ensuite, moi, je n'ai pas de grande théorie sur la fonction de la satire. Mais en revanche, je pense sincèrement que ça permet d'avoir une vraie prise de distance et une vraie réflexion. Et je pense que, je dirais, le levier du rire et de l'ironie, bah ça, je ne vais pas vous faire du Jean Kelevitch, il est trop tôt dans l'après-midi encore pour ça, mais en gros, c'est... Je dirais, ça permet. C'est un ressort éminemment philosophique. Moi, j'ai travaillé avec un philosophe en fait l'an passé. On a fait un truc qui s'appelait La Planète des Sages. C'était une encyclopédie de philosophie en BD. Comme ça m'a en fait permis de replonger un petit peu dans les grandes écoles philosophiques. Et je me suis rendu compte à quel point. Et là, pour le coup, on va convoquer Nietzsche. Merci d'être venu. Que le rire, finalement, enfin, c'est-à-dire que la philosophie accompagnée d'un grand rire, je dirais, est, je dirais presque la plus efficace, la plus concrète, et que le monde des idées, justement, n'a pas à être coupé de cette espèce de monde des affects aussi, et que je dirais le débat politique, la critique sociale, la vision qu'on peut avoir d'une société, les espoirs qu'on peut mettre dans des choses qu'on met en œuvre soi-même juste au quotidien, si c'est pas, je dirais, habité par cette espèce d'énergie vitale qu'incarne en partie la satire, et ben ça peut parfois être difficile à mettre en œuvre. D'accord. Moi je sais, enfin il y a un proverbe, alors ça je parle sous le contrôle de Rachid, en fait, il y a un proverbe, c'est judéo-tunisien, c'est et hak mendeniak belet hak mennek, c'est ris de la vie avant que la vie ne rit de toi. En fait, c'est un petit peu ça le principe. Très bien. John Vous avez noté? Peut-être vous lui redemanderez en version originale. John Wan, un mot sur l'engagement social auprès de la Fondation Abbé Pierre, mais aussi, pourquoi s'être dirigé vers la Fondation, pourquoi avoir fait ces travaux-là à Paris, à Metz aussi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consistait, pourquoi avoir choisi cette cause-là? Oui, je pense pour moi, c'était une rencontre importante dans ma vie avec la Fondation Abbé Pierre, parce que comme moi je peignais beaucoup dans la rue à un moment, et j'avais toujours un rapport avec la rue, avec mon travail. Même quand j'étais petite, je traînais avec la rue. Sur la rue, c'était un sujet que ça revenait tout le temps par rapport à ma vie. Et après un moment, quand j'ai commencé à vendre des toiles, et fréquenter des autres gens, et me bourgeoisie un petit peu, je me suis retrouvé dans un autre type de ghetto, je vais dire, parce que je ne vais pas dire que parce que chaque milieu c'est un ghetto pour moi, et ça me manquait un petit peu ce côté de la rue. Et quand j'ai rencontré les gens de la Fondation Abbé Pierre, ils m'ont proposé de faire un mural pour eux, et au départ je ne voudrais pas le faire. Je disais, oh là là, ça c'est des autres gens qui voudraient faire quelque chose, bénévole, tu vois, des bénévoles. Et moi, je ne fais pas beaucoup de bénévoles parce que je suis un peu égoïste. Oui. En faisant ça avec eux, j'ai retrouvé ma racine un petit peu. Et ça m'a ouvert l'esprit. Et ça me remet à l'essentiel qu'il faut être sensible à des gens, parce que les gens qui vivent dans la rue, c'est des gens qui sont invisibles dans une ville. Tu ne les vois pas, tu les captes pas, tu ne te poses pas de questions sur eux, tu continues ta vie, tu ne te poses pas où ils vont dormir, où ils vont manger.
Et pour moi, c'est des gens invisibles. Oh, c'était des gens invisibles. En travaillant avec la Fondation Abbé Pierre, ça m'a ouvert les yeux à ce type de gens et la nécessité d'efforts généreux dans la vie et pas simplement penser à sa gueule. Ok. Un mot intéressant, c'était bénévole. La création artistique est par essence au départ une démarche très généreuse. Créer, c'est peut-être Rachid, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'art doit être bénévole? Est-ce qu'il doit être gratuit? Est-ce qu'il doit... Moi, mon avis, il y a les deux. De toutes les manières, je pense que de toute façon, quand on a un loyer à payer, un atelier à payer, le matériel à acheter, tu as besoin d'argent. Ça, c'est une chose. Par contre, il faut savoir aussi donner. Je pense que ce qu'il vient de dire est très intéressant aussi, parce que c'est vrai, il y a des moments où on pose le pied quelque part et on se rend compte qu'on ne faisait pas attention aux gens. Et le drame, c'est que c'est vrai, cette invisibilité dans la rue, les gens qui sont agressés dans une rue principale à Paris où personne ne bouge, dans le métro, pareil. Donc ça, c'est terrifiant. On a bien vu l'histoire du jeune Algérien jeté par la fenêtre d'un train devant un wagon complet de gens. Personne n'a voulu témoigner, personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. Et ça, c'est terrifiant. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut savoir donner. Je ne sais pas pour parler de moi, c'est pas ça, mais pour dire les lieux où les choses doivent exister. Il y a d'abord un travail de mémoire très important, parce qu'il y a des bons... entre autres, j'ai réalisé il y a quelques années un cimetière au château d'Amboise pour des corps d'Algériens qui étaient la suite de la famille de Mir Abdelkader, qui était dans une fosse commune depuis 1848, en 1848-1852. Donc voilà, je me suis battu pour pouvoir réaliser ce lieu que j'appelle le Jardin d'Orient, qui est donc là. Et ce qui est formidable, c'est qu'à la tombe de Léonard de Vinci, juste à côté, encore un artiste, donc je pense que c'est formidable. Et j'ai donné récemment beaucoup d'œuvres, je ne dis pas le chiffre, mais beaucoup d'œuvres donc, à l'hôpital de la Salpêtrière, dans plusieurs départements, donc en cardio, en pneumo, réanimation neurologique. J'ai refait, j'ai designé, j'ai fait donc la chambre mortuaire, parce que là aussi, malheureusement, les gens ne réalisent pas, mais quand la famille se retrouve dans un garage d'HLM en parpaing avec le corps d'un être aimé autour, même pas une chaise pour s'asseoir, c'est terrifiant. Voilà, donc c'est peut-être aussi cette manière aussi d'intervention des artistes dans des lieux, bon, les gens n'ont pas envie d'aller au cimetière, n'ont pas envie d'aller à l'hôpital, mais ils sont obligés d'y être, c'est une autre paire de manches. Donc je pense que quand de temps en temps une amie, dans quelqu'un qui a monté partie de ce gros projet, m'appelle tard en me disant écoute, c'est formidable, j'accompagne une amie qui a perdu sa fille, et d'être entouré par des pièces de toi, c'est formidable, ça donne chaud au cœur, ça nous soutient, ça nous aide. Je pense que c'est le meilleur des cadeaux. On parlait de la rue, là on parlait de l'hôpital. Réancrer l'art dans le réel, ça, Luc, c'est quelque chose quand on travaille sur l'écologie, sur la biodiversité, sur ce qui en fait nous paraît très lointain. C'est un des problèmes aussi de la conscience écologique peut-être pas encore éveillée de beaucoup de gens. Comment est-ce que ces films, ils ont une dimension aussi peut-être de réancrer ça dans notre univers quotidien, dans notre réalité? Je me suis aperçu d'un truc rigolo, c'est-à-dire que plus j'étais réaliste, plus les gens me disent mais ce que tu fais c'est complètement dingue. Parce qu'en fait la nature a une telle puissance de création que simplement le fait d'être transparent, c'est-à-dire en essayant de se mettre le moins possible en travers, c'est-à-dire entre le regard des gens et ce qu'on leur amène comme médiateur, plus c'est efficace. Et il y a même des moments où j'ai été obligé de me justifier. Je dis non mais là t'es allé un peu trop loin, là t'as eu un truc, la marche de l'empereur, le coup. Ben, c'est comme ça que ça marche. Et si on parle de la marche de l'empereur, les manchots empereurs ne vivent que parce qu'ils ont renoncé à toute forme de territorialité et que pour eux, la manière de mettre en couple, d'être en couple et créer un couple solide avec des liens extrêmement forts, c'est le seul moyen de survivre à l'inimaginable, c'est-à-dire la puissance de l'hiver antarctique. Et je trouve ça intéressant parce que l'humanité, on est fondamentalement des primates, ça ne vous aura pas échappé. On a été très longtemps en lien, en connexion extrêmement étroite avec la nature, tout simplement parce qu'on avait besoin de manger et de ne pas se faire manger. Donc ça a duré des millions d'années. Et en l'espace de 2 ou 3 générations, on est devenu complètement urbain. Et la nature, c'est devenu une espèce d'abstraction, comme ça, ou au pire un décor, un endroit où on va en vacances, mais dans lequel on n'a pas finalement à lutter ou qu'on n'a pas à comprendre. Et l'analyse que je fais de ça, c'est qu'un des grands problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on s'est complètement détaché de ce rapport vital, maternel, filial en tout cas, qu'on avait avec la nature, et du coup ça nous importe peu, parce que finalement la nature c'est chez les autres, ou la nature c'est de la ressource. Et c'est vrai que je crois que ramener de l'empathie, du lien, de la connexion
entre les êtres humains qui, s'ils ont l'illusion de croire qu'ils peuvent vivre sans la planète, à mon avis, sont en train de se tromper lourdement, ramener de la connexion entre l'homme et l'endroit où il vit. Et quand on vous dit faites attention à la planète, c'est pas pour emmerder les gens, c'est juste pour leur dire que on ne peut pas faire autrement. Et c'est un des paradoxes du message écologique qui a été porté pendant très longtemps, c'est qu'on a dit il faut sauver les petits oiseaux, il faut sauver les tigres, il faut sauver... C'est pas ça, c'est nous qu'il faut sauver. C'est-à-dire que les animaux nous survivront, les arbres nous survivront. On est un épiphénomène, ou en tout cas un épisode de la vie sur Terre. Il y en avait déjà eu beaucoup, il y a des espèces qui se sont éteintes, etc. Et aujourd'hui, le grand problème, en tout cas ce pour lequel j'essaie d'œuvrer dans la limite de ce que je sais faire, c'est de me se dire, mais attendez, c'est bien de nous dont on parle. Et c'est ça qui, pour moi, est vraiment fondamental aujourd'hui. Et je crois qu'on vit encore avec ce malentendu qui persiste et qui fait que cette grande cause a du mal à rentrer dans tous les foyers. On dit « Ah ouais, vous faites chier trier les déchets. » C'est un truc. Ben non, c'est pas de ça. C'est vraiment de nous dont on parle. Et quand je vois l'énergie qu'il faut déployer pour arriver à faire comprendre ça, il y a des jours, c'est un peu compliqué. Bon, juste un aparté de John One, on a possibilité de montrer le film sur YouTube. Okay. Donc peut-être je peux te laisser aller sur l'ordinateur et en attendant on va poursuivre le débat, mais tu peux caler ça et on va le lancer, ça nous fera une pause. Mais peut-être c'est une idée intéressante sur la réception des œuvres. Parler de la cause écologique, est-ce qu'aujourd'hui, plus qu'hier, c'est un matériau d'inspiration pour les artistes? Là, je m'adresse un peu à tout le monde. Est-ce que il y a eu des mouvements du land art, enfin il y a eu des tonnes de mouvements qui ont réfléchi là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, plus qu'avant, et peut-être demain plus encore, ce serait un vrai champ de réflexion pour les artistes? Moi, je le pense. Bon, malheureusement, je peux dire moi, et ça m'embête de dire chaque fois moi, mais bon, j'ai aussi des exemples que je connais, que je fais. C'est pas grave, Alice. Non, mais c'est toujours de la prétention, ça me gêne quand même chaque fois. Mais bon, moi, je suis dans l'Algérie. Ma famille est arrivée au 7e siècle dans ce pays en venant d'Arabie Saoudite, donc en ramenant l'islam avec. Ils ont été accueillis par les chrétiens de l'Algérie. Je suis né dans la région où est né Saint-Augustin, Sainte-Monique, et donc c'est pas rien aussi. Pour nous, c'est une charge assez puissante, et souvent les gens oublient que l'Algérie est une grande terre des saints chrétiens. Ils sont parlés de Saint-Donat, Saint-Justicien, etc. Et puis j'ai décidé d'aller un peu en voyant donc comment ça se passe dans le Sahara algérien. Il y a le pétrole, il y a le gaz, il y a de l'or, il y a plein de choses, mais nous, les habitants de ce lieu, on n'en profite pas du tout, au point que le gaz passe sous nos pieds, et nous, on est l'hiver, on est en train de chercher des bouteilles de gaz et on en trouve. Alors que quand je suis à Tunis, j'ouvre le robinet, le gaz algérien, j'ouvre en France le gaz algérien, et là dans le désert, là où on est, il n'y en a pas. Donc c'est vraiment une folie. Et puis naturellement, ce qu'on trouve dans tous les pays nouvellement indépendants ou d'autres, c'est aussi ces architectures de catastrophes qui ne tiennent pas du tout compte du paysage, du site, du lieu, du climat, etc. On retrouve aujourd'hui dans le désert algérien des HLM et des F1 dans le désert. Quand on sait que dans la zone où on est, on arrive à 65 degrés à l'ombre, je dis bien à l'ombre, pas au soleil, à l'ombre l'été. Et on faisait F1. Alors, en plus, le rapport de la société où les femmes étaient dans des maisons avec des petites cours basses, toutes les maisons sont avec des coupoles, l'architecture est construite avec des roses de sable, parce que les gens n'allaient pas chercher la pierre au nord de l'Algérie, mais j'utilisais le matériau qu'elle a, donc c'est la rose de sable, qui est amalgamée avec de la chaux, une forme de plâtre, de gypse, donc laquelle on construit la maison. Donc, et toujours avec des coupoles. Donc la coupole, elle a tout le temps moitié ombre, moitié donc soleil. C'est pas un toit plat qui réceptionne tout le soleil, donc la force du soleil. En plus, la circulation de l'air dans la maison avec la coupole, ça circule, ça ventile, c'est formidable. Et aujourd'hui, donc je me suis dit, il faudrait peut-être faire quelque chose. En plus, les gens cultivent aujourd'hui dans le Sahara de plus en plus des pommes de terre, des tomates, etc. Sauf que le sable n'a pas de matière, donc il faut ramener des fertilisants chimiques. Donc toutes les nappes sont bousillées et c'est vraiment un cycle mais abominable. Donc du coup, je me suis dit en tant que plasticien, qu'est-ce que je peux faire? J'ai acheté des dunes de sable nu. Quand je dis nu, c'est vraiment nu, pas une herbe. Et j'ai décidé de faire une oasis comme je la rêve et comme devraient le rêver les gens, mais comme une installation artistique. Donc c'est un land art, mais réel et productif. Pas qu'on démonte après et qui coûte cher et après il n'y a plus rien. Donc j'ai fait des forages, j'ai trouvé de l'eau, j'ai planté. Aujourd'hui, je suis à plus de 10 000 palmiers dattiers, donc la meilleure date, la Degeltnoor. Je suis à 7-8 000 grenadiers, des pistachiers, des tas de choses. Et surtout, j'ai démarré la construction de maisons en rose de sable. Donc, et qui va, normalement, à un moment, donc
tout l'ensemble sera cohérent et sera fini. L'idée, c'est de recevoir des artistes de l'Afrique subsaharienne, parce que l'Afrique du Nord, malheureusement, dans la mentalité française, puisque ça a été la colonisation française dans cette zone-là, c'est de tourner le dos à l'Afrique subsaharienne. Donc on est l'Afrique blanche et l'Afrique noire derrière. Et le Sahara fait vraiment barrière. Moi, l'idée, c'est aussi de dire que ce soit une barrière, ce soit au contraire un lieu de rencontre, un lieu de faire des choses ensemble, au lieu de laisser ces gens aller se noyer dans la Méditerranée, se suicider littéralement, comme les animaux se suicident des fois, parce qu'ils n'ont pas d'autre aventure que de vouloir traverser le désert et d'aller se suicider dans la mer. C'est aussi bien les Algériens que les Tunisiens, que les Maliens, que les Nigériens. Donc voilà, c'est peut-être cette réflexion aussi, à la fois sur l'écologie, sur l'art, et en même temps sur la société. Merci. Il y a des images que vous montrerez peut-être après si vous le souhaitez. Oui, moi je pense qu'on pourra, oui, tout à fait. Avant de voir le film de John Wayne, Jules, ça me fait penser à ce monde qui va mal, qui est un matériau finalement pour un dessinateur sarcastique aussi et qui manie l'humour avec brio. C'est un matériau extraordinaire. Est-ce qu'un monde meilleur ne serait pas un petit peu ennuyeux? Non. En fait, Luc Jacquet évoquait le côté des injonctions à trier ses poubelles, par exemple, qui paraissent comme des espèces je dirais, d'épouvantail dérisoire par rapport à la nature des enjeux, quoi. Et cette espèce d'envahissement de la conscience occidentale par ces thèmes-là, et en même temps l'impuissance invraisemblable qui est au niveau individuel réduit justement au bac bleu et au bac vert et au compost à lombric dans le jardin. Cette ironie-là, je dirais, de la situation, c'est un matériau extraordinaire effectivement à mettre en place dans Silex and the City. Là, bon, on est en moins 40 000. Il y a un des personnages principaux, le fils de la famille, qui est un alter-darwiniste radical, en fait, militant. Alors, il est contre le feu, contre la chasse, contre la fourrure. Forcément, ça limite un peu au temps de l'âge de pierre. Et en fin de compte, d'utiliser, je dirais, cette espèce de dialectique, d'argumentaire, de le tourner par l'absurde, finalement, ça permet encore une fois, on reparle de mise à distance, quoi, de dire, mais oui, mais finalement, les grands enjeux ne sont pas forcément uniquement dans ces espèces d'épouvantails qu'on agite, mais sont à la hauteur de l'humanité, et je dirais presque éternelle, de toute éternité. C'est-à-dire que finalement, la survie des groupes humains s'en est fallu à très très peu de choses. C'est-à-dire que c'est complètement anormal finalement que la population de moins 40 000 ait survécu jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment finalement un hasard, pas aussi haut que l'apparition de la vie sur Terre, mais c'est quand même un grand hasard. Normalement, en tout état de cause, l'homme aurait dû disparaître. Donc cette fragilité-là, elle a toujours existé. Et je dirais de dédramatiser et d'en faire moins un objet, je dirais, de névrose et plus un objet de réflexion. Le travail, en tout cas, de l'humoriste et du dessinateur peut y contribuer en partie, peut-être. D'accord. On va regarder peut-être le film de John Wayne, si on peut le lancer. Chaque nuit, ils sont plus de 2000. Recroquevillés sous le gel. Sans toit, sans pain. Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir, gelée. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, des pancartes s'accrochent sous une lumière, dans la nuit, où l'on lise ces simples mots, toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, non. Reprends espoir. Ici, on t'aime.
Voilà, cette superbe fresque donc, qui reprend le texte de l'appel, du fameux appel lancé par l'abbé Pierre. John Wan, là c'est une démarche artistique d'hommage, de sensibilisation aussi. Est-ce que l'art doit être aussi transgressif, subversif? Est-ce que ça doit être une manière de rompre avec la monotonie et la société dans laquelle on vit? Ou est-ce que l'artiste a une démarche, en tout cas dans votre cas, plus humble, qui donne simplement à penser, à réagir à son œuvre? Ou est-ce qu'il faut au contraire Non, je pense que l'art, ça doit être universel. Déjà, c'est une expression, ça doit être pas simplement une chose sociale, ça peut être inspiré par différents types de voix, et c'est aussi intéressant des autres démarches comme ça, mais ça doit être pas forcément une démarche sociale, non. Dans mon cas, moi, dans mon expression, ça peut s'écraser une démarche sociale, mais pas pour tous les artistes. Je pense qu'il y a certains artistes qui s'expriment bien en pas être social. Ouais. Rachid et Luc, là-dessus, est-ce que vous êtes dans des démarches très spirituelles dans le cas de Rachid, sur l'écologie et la nature dans le cas de Luc, donc pas forcément dans la transgression, la subversion? Quel regard vous portez là-dessus? Est-ce que la meilleure manière de sensibiliser, d'attirer l'attention du public, c'est la transgression, au contraire, le premier degré, ou une approche plus sérieuse? Moi, je pense qu'on est devant une situation qui nous dépasse aujourd'hui. Donc, il est difficile d'intellectualiser, qu'il est difficile de mettre en histoire. C'est le coup de colère de l'abbé Pierre, c'est le coup de colère qu'on pourrait avoir quand on voit des arbres tomber, c'est le coup de colère. Et je crois que dans ce monde en mutation, on a besoin de comprendre. Et comme on est totalement écrasé par les enjeux, je parle des enjeux d'écologie, de survie de l'espèce, puisque c'est ça dont on parle, avoir une démarche artistique, c'est surtout chercher à comprendre et rendre les choses un peu plus intelligibles autant que faire se peut. Moi, j'ai le sentiment que dans ce monde ultra connecté dans lequel nous sommes, on est presque dans la métaphore d'un cerveau aujourd'hui, et je me dis que nous, les artistes, c'est comme si on était les éléments sensibles, les capteurs sensibles d'une société qui n'est finalement plus qu'un tout. Et on est les premiers à ressentir, parce que par nature, on a appris à écouter, à sentir, à traduire nos émotions. Et je crois qu'on est peut-être à l'avant-garde de quelque chose qui va se passer. Comment? Alors on espère que ça se passera bien, on espère que ça finira pas en chaos, parce que ça peut finir en chaos. Et je crois que tout ce qu'on peut renvoyer, nous, c'est des messages d'alerte au cerveau, à la connexion générale de la société, qui dit attention, il est en train de se passer des choses, puisque nous, avant tout le monde, on ressent ça, quoi. Voilà. Merci. Rachid, est-ce que notre monde tourne un peu de ça? Où on en est? Qu'est-ce qui va mal? Et est-ce qu'il y a peut-être un déficit aussi de spiritualité, quelles sont les valeurs qu'il nous faudrait un petit peu... Nous, je sais que déjà, jeune, on nous a toujours appris que la terre nous nourrit toute notre vie et que nos corps, dans notre mort, vont nourrir la terre aussi qui nous a nourris. Donc, c'est vraiment donné. Donc, et que la terre, c'est un héritage. On l'a hérité, il faut les développer, il faut le laisser au meilleur pour nos enfants. Mais je crois que ce rapport à la morale, il commence déjà par le rapport à l'intérieur des cellules familiales, le respect. Donc, il n'existe pratiquement plus. Je dis bien malheureusement. Bon, parce que je crois que tout ce qui court maintenant dans les médias, nous, je sais que l'arrivée des satellitaires dans nos pays, ça a fracassé les sociétés, sur tous les plans. Parce qu'il y a des bonnes choses, c'est sûr. Malheureusement, il y a beaucoup plus de mauvaises choses que de bonnes choses. C'est de la modernité, c'est de la science qui arrive, c'est des choses formidables. Malheureusement, c'est utilisé comme les armes, donc la science pour détruire plutôt que pour construire. Et ça, il faudrait peut-être dès les jeunes commencer à leur dire attention. Cette terre, on vous l'a donnée, mais il faut, comme un relais, la retransmettre mieux qu'on vous l'a donnée. Et en termes de spiritualité, est-ce que cette technologie aussi nous fait perdre, je dirais, une approche un peu plus métaphysique du monde, un peu plus... ou est-ce qu'au contraire, elle peut nous apporter plus de connaissances, nous ouvrir? Moi, je pense que la spiritualité, c'est simplement tout ce qui nous environne. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est juif ou bouddhiste ou taoïste ou musulman. Le problème n'est pas là du tout. C'est aussi vraiment le contourner une fourmi pour ne pas l'écraser quand on marche. Moi, je pense que c'est un geste très spirituel, très important. C'est la vie. C'est une vie.
Donc, moi, je pense déjà, commence par l'infiniment petit. Moi, je ne vois pas quelqu'un avec une grosse chaussure m'écraser ou étudier quelqu'un devant moi de cette manière. C'est vraiment ça, toi, l'horreur de poser le pied sur une fourmi. C'est terrible. Et je pense que la nature, c'est aussi ça. Ça va du plus petit, je pense, au plus grand. Et je n'ai pas le premier en parler, mais tout le monde en parle. Mais il faudrait que le terrain du réel, qu'on puisse avancer avec ça, avec vraiment toujours ça dans l'axe. D'accord. Jules, un mot sur cette invasion technologique qui est amplement détournée dans Silex in the City? Oui, enfin, c'est qu'une partie, je dirais, de l'invasion juste de l'ultra-consumérisme, quoi. C'est on consomme de la technologie comme on consomme de la nourriture en trop grande quantité. Enfin, c'est-à-dire que c'est des problèmes du trop-plein. Et du coup, en fait, moi, il y a un truc, ça a toujours été une tournure d'esprit que j'avais. Enfin, j'ai jamais trop aimé le prêchi-prêcha et le côté un peu bonnes intentions, c'est-à-dire le côté un peu la dame du caté. Finalement, j'ai jamais vraiment pu supporter ça, et que ce soit à la fois dans un sens, dans un autre, c'est-à-dire finalement les grandes bibles altermondialistes, les leçons des climato-sceptiques ou j'en sais rien, tout ça finalement c'est des espèces de morgue particulière, d'esprit de sérieux, a toujours finalement, je dirais, contribué à faire perdre une certaine audience et une certaine attention des gens qui désireraient peut-être un point de vue un petit peu plus affûté, aiguisé, nuancé parfois. Et ce qui fait que dans mon travail, c'est aussi ce que j'essaye de démonter, c'est-à-dire de garder, je dirais, l'œil alerte et un petit peu l'attention éveillée. C'est pour ça, du coup, en regardant le film de John Wayne, j'ai calé sur l'ordinateur, en fait, le contrepoint, en fait, de son travail presque. Ça ressemble un peu, voilà, ma façon d'aborder la question. Et finalement, alors que probablement on se rencontre en fait sur les mêmes questions, mais c'est ces deux approches assez en parallèle. On peut le balancer. On peut l'envoyer. Ouais. Nous sommes en moins 40 000 avant Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toute, non, une vallée résiste encore et toujours à l'évolution. Attends, je rêve debout là. URL! C'est qui ces deux primates qui dorment dans mon lit? Calmos, Webb, y a pas marre d'hommes. C'est des potes en galère d'appart. Ils se sont fait virer de leur arbre par un singe dominant. Alors, avec les copains, on s'est dit qu'on pouvait les dépanner à tour de rôle, le temps qu'ils trouvent une solution. Ouais, des arbres, ça court les rues. T'es gentil, mais t'es pas obligé de faire venir tous tes macaques dans ma caverne. Tu vas me les mettre dehors tout de suite. Venez les gars, y a l'ego de Sapiens qui nous refait une crise. C'est pas humain, moi. Mettre des gens dehors en pleine crise du logement, juste avant une période de glaciation. J'espère que tu te rends compte de ce que tu fais, Webb. Franchement, merci Werther. C'est vraiment sympa d'héberger les copains. Tu rigoles, c'est normal. T'as vu la galère que c'est? Regarde, rien que dans le quartier, il y a de plus en plus de gens qui sont obligés d'habiter dans des huttes. Moi, franchement, je pourrais pas. Oui, enfin, pour nous, il n'y a pas trop de risques, hein. Attends, te crois pas à l'abri. Tu sais, dans la vie, on peut glisser assez vite. Regarde l'exemple des dinosaures. On est en plein boom des années 80 millions avant Jésus-Christ. Un univers libéral ultra concurrentiel. Manger, être mangé. Ils sont les rois du monde, jusqu'à ce que, paf, arrive un pépin inattendu. Et là, c'est la descente aux enfers. Perte de l'emploi, perte du logement, précarité dans la rue au jour le jour. 1 euro pour manger, pas être mangé. Glaciation, et c'est la fin. Non, t'as raison, c'est flippant. Il faudrait qu'on s'engage un peu plus dans le mouvement social. Il y a comme ça qu'on peut faire bouger les choses. Tu te souviens de l'hiver 54 000 avant Jésus-Christ? Avec l'abbé Pierre, qui exigeait que chacun ait une pierre au-dessus de la tête. Indignez-vous! Oh, cousin, tu veux pas signer la pétition pour les sans-grottes? C'est ton cousin. Si on se place dans une perspective biologique darwiniste, techniquement, oui. Bon, voyons, mammifères en colère, y en a marre de la galère, pour une préhistoire à visage humain. Là, je suis moins d'accord. Réquisition immédiate des grottes et cavernes inoccupées, ça c'est sûr. Bon, vous avez un crayon pour qu'on vous la signe, votre pétition? Mince, attendez, on n'a pas encore inventé l'écriture. Bon, c'est sympa tes potes, mais ne pas aller squatter une caverne bientôt, parce que la solidarité, ça va bien 5000 ans, mais bon.
Voilà, Jules, Silex in the City. Un point important aussi qu'on a un petit peu abordé, tous à votre manière, j'imagine que vous vous sentez investi de ce travail-là, en tout cas c'est ce que vous allez me dire. Est-ce que l'artiste effectue un travail de mémoire de cette époque? On parlait de l'accélération du temps, de cette espèce de métaphore voilà, technologique. On est dans une civilisation de l'immédiateté. Le rôle de l'artiste, est-ce qu'il n'est pas de plus en plus d'archiver le monde, c'est-à-dire de saisir des instants quand vous faites un documentaire sur l'empereur, quand vous faites une œuvre de plasticien, quand on saisit un dessin dans l'actu, quand on fait ce qu'on fait par exemple la fresque avec l'abbé Pierre, est-ce qu'on n'est pas en train de d'écrire l'histoire et de prendre cette hauteur plus qu'avant, plus qu'à d'autres époques où finalement on avait le temps de se poser, de réfléchir? Là, on a un besoin, non, de l'artiste pour jouer ce rôle-là, peut-être John Wan? Oui, je pense que c'est très... c'était une de mes démarches quand j'ai commencé à faire des choses dans la rue. À un moment, je faisais beaucoup de choses, mais c'était dans le sens éphémère. Et ça m'a beaucoup frustré parce que je faisais une chose que c'était très beau. C'était un peu comme community activism. Je le voyais, c'était pour faire... des choses pour les quartiers, comme ça, ils sont plus beaux. Mais après un mois, 2 mois, il y avait quelqu'un qui venait pour écrire leur nom, ou sinon quelqu'un peignait dessus. Et ça me donnait beaucoup de frustration, ce côté éphémère. Et je sentais que, dans le sens qu'il faut que je fasse une démarche différente, montre que mon travail, ça peut durer avec le temps, parce qu'il y avait une nécessité que des autres générations pour voir ce type de travail en vrai, pour mieux comprendre cette génération, pour faire des choses avancées. Je pense que ça répond à la question un petit peu. Oui, bien sûr. C'était le côté de laisser une trace pour des autres générations à voir et essayer d'avancer. Parce que je pense que notre génération d'aujourd'hui, c'est une génération de destructeurs, ça c'est sûr. Et les générations qui vont aller après nous, ils ne vont regarder, ils vont se poser des questions de qu'est-ce que c'était qui nous faisait bien, qu'est-ce qui nous faisait pas bien. Et c'est avec la peinture qu'ils vont mieux comprendre, ils vont mieux avancer, je pense. Merci. Jules, est-ce que quand on travaille à la fois sur de l'actu chaude et même de l'instantané, quand on est à la Grande Librairie par exemple en live, et quand on travaille sur par exemple Silex in the City, où là on est vraiment en hauteur et où on parle de notre époque, est-ce qu'on est aussi dans ce rapport-là en essayant de figer, de saisir des instants pour le futur? Je ne sais pas si c'est pour le futur, en tout cas c'est pour le présent. C'est-à-dire que moi, mon travail, il est extrêmement influencé par des gens que j'ai adoré lire étant petit, parmi les auteurs, enfin je pense dans le champ de ce qui ressemble à plus ou moins à ce que je fais, c'était le travail de Goscinny, de Gottlieb, en bande dessinée. Et eux, en fait, avaient cette espèce de génie pour mobiliser, je dirais, le patrimoine commun culturel, et c'est-à-dire d'être à la fois dans le temps long, d'avoir les références, je dirais, historiques, culturelles, communes à une société, à une civilisation en un sens, et je dirais de les mélanger à ce qui était de l'éphémère, du contemporain. Et donc il y avait aussi bien des personnages vraiment qui leur étaient propres. On peut voir Astérix comme une espèce aussi de mise en abîme de la France de De Gaulle. Les rubriques à braque de Gottlieb, c'est aussi ça, c'est tout ce travail sur des choses qu'on voyait à la télévision, au théâtre, en littérature, ce qui se faisait autour de lui. Et en même temps, ça parlait de Jeanne d'Arc, de l'homme des cavernes, etc. Et cette transversalité du temps, pour dire qu'au fond, il y a une cohérence, il y a un lien, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste dans un ici et maintenant éphémère de réaction à une actualité qui disparaîtrait d'une seconde à l'autre, mais qu'au fond, tout s'inscrit dans une espèce de filiation et un rapport de cause à effet, je trouvais était très fort. Donc moi, c'est ce qui m'a beaucoup inspiré. D'accord. Luc, peut-être là-dessus, quand on fait un film à un moment donné, est-ce qu'on est dans cette démarche un peu de... Le cinéma est aujourd'hui numérique, ça ne vous a pas échappé. Et le numérique, c'est quelque chose d'intéressant puisque ça nous ramène vers l'éphémère absolu. Je n'ai pas du tout l'impression de travailler pour la postérité, puisque le numérique est quelque chose qui devient désuet très très vite.
Et on est, sans le savoir, on est en train de retomber dans l'éphémère. Quand on a inventé l'écriture, un clin d'œil à Jean-Paul Capitani qui est ici, on s'est mis à faire des livres qui sont restés, qui se sont transmis dans le temps. Quand on a commencé à peindre avec des pigments qui étaient stables, ces choses ont traversé le temps. Quand on a fait du cinéma sur de la pellicule, on savait qu'on allait durer un siècle. Moi, le film que je viens de finir sur la forêt a été tourné en numérique et peut-être que dans 5 ans ou dans 10 ans, on sera dans des formats obsolètes et on ne pourra même plus lire ce film et peut-être qu'il ne restera que de la neige là-dessus. Et c'est intéressant, je rebondis sur le travail que fait Jules. J'ai écrit un scénario sur la naissance de l'art, puisque j'ai été très interpellé par le fait que quand l'art apparaît dans les grottes il y a 40 000 ans, enfin 38 000 ans pour la grotte Chauvet, l'homme représente la nature plutôt que lui-même. Et ce qui était intéressant, j'ai trouvé dans cet art dit paléolithique ou rupestre, c'est que ces premiers artistes, en tout cas les premiers dont on a gardé une trace, avaient trouvé l'objet absolu de conservation. Ils ont mis ça au fond des grottes, dans des milieux absolument stables, qui n'étaient pas en rapport avec la lumière, etc. Et eux avaient vraiment, probablement sans le savoir, peut-être que si d'ailleurs, trouvé quelque chose qui était extraordinairement pérenne. Et aujourd'hui, on est en train de perdre complètement ça. Et donc je crois que voilà, on va passer, et nos œuvres vont passer avec nous. Et à la limite, pourquoi construire des pyramides à chaque génération? Je ne suis pas sûr que ça soit important. Mais je crois que du coup, enfin, pour moi, l'urgence, elle est maintenant, elle n'est pas dans 50 générations. Donc qu'importe si on passe, quoi. On va écouter Rachid là-dessus, mais je crois que Jules voulait dire un mot. Oui, juste, et par rapport à ça, justement, à l'art pariétal, c'est-à-dire que l'homme ancien du paléolithique avait aussi développé une forme de mémoire particulière qu'on a perdue avec le temps, qui était vraiment une grande mémoire éidétique, en fait une mémoire quasiment photographique de ce qu'il voyait, ce qui fait que les représentations animalières sont ultra justes et ont été perdues ensuite jusqu'à l'invention de la photographie. C'est-à-dire que les représentations de la course d'un cheval étaient, je dirais, exactes scientifiquement sur les murs de Altamira, je crois. Bon, et on n'a plus retrouvé. On a fait ensuite les chevaux qui couraient avec les 2 pattes en avant, les 2 pattes en arrière, jusqu'à l'invention de la photo et je dirais le découpage image par image. Donc c'est assez troublant d'imaginer ça. Rachid, vous qui utilisez des matériaux très physiques, qu'est-ce que ça vous inspire, la réflexion de Luc sur l'éphémère? Non, mais il m'a presque chanté, parce que j'allais parler exactement de ça, parce que moi, en Algérie, je vais régulièrement 2-3 fois par an minimum à l'extrême sud, donc à la frontière du Niger et du Mali, où pour moi, c'est vraiment le pèlerinage dans les grottes du Tassili, puisque pour moi, je me suis toujours revendiqué de ses ancêtres sur le plan de mon travail d'art graphique. Je ne fais pas de la figuration, même si j'ai fait des grandes écoles d'art, j'ai pas pris le dessin académique, classique, etc. Mais pour moi, effectivement, c'est des gens, quand on voit sur les sites, donc sur place, on voit comment ils récupèrent l'eau, parce que c'est une zone sèche, pour peindre. Donc c'est vraiment, ils creusent dans la roche un bol, donc dans la roche, c'est la rosée qui descend dedans. Et tout autour, il y a vraiment une vraie palette qu'on appelle de peintre. Et tout autour, ils ramassent les cailloux, on peut les ramasser même aujourd'hui, les broyer, avoir ces pigments qui sont là. Et ils travaillent dessus. Donc effectivement, les grottes ne sont pas choisies par hasard. Donc la grotte en face, elle est couverte de sable. La grotte où c'est peint, où c'est dessiné ou gravé, elle est à l'abri, totalement à l'abri. Alors c'est à la fois le lieu de création, le lieu de démonstration, et puis il n'y a rien à vendre surtout. Donc c'est vraiment le plaisir complet. Donc il n'y a pas le travail de marchandising ou de vendre ou d'acheter, rien à acheter. Donc ça, moi c'est pour ça que je dis l'éternité et l'absence de temps. Pas parce que c'est une éternité, c'est vraiment l'absence de temps. Et aujourd'hui, à l'époque, on trouve après les mêmes manières de travailler. La main qu'on trouve tout le temps sur toutes les grottes, soit celle de Chauvet, de Lascaux, d'Altamira, de Brescia et ainsi de suite, sur la planète, ça a toujours démarré avec la main et la pulvérisation avec la bouche, donc des pigments avec la salive qui sert de liant. C'est vraiment la base première, on n'a pas besoin ni de pinceau ni d'outils. Et en plus, il y a une égalité de création à peu près aux mêmes périodes. Donc, il n'y avait pas les plus riches, les plus pauvres, les Américains, mieux que cela, etc. Donc, il n'y avait pas des niveaux. Donc, les gens... moi, j'ai vu dans un pays, aujourd'hui, quand je peins, on me dit que c'est de la peinture ethnique. Quand Picasso vient prendre des choses en Afrique, noires, sur les masques, on dit les génies. Quand Matisse vient voir la lumière, etc., dans nos pays, on dit au génie. Dès qu'on nous, on travaille dans nos pays, on dit ah oui, c'est le folklorique, ça, c'est un arabe, un bougnoul ou autre chose. Donc, c'est dramatique parce que, effectivement, c'est pas vendu dans les marchés de l'art. Donc, ta vie
ne concerne personne. Et en plus, on travaille de plus en plus en phénomène de mode. On passe de l'impressionnisme à l'expressionnisme, à la figuration libre, à je ne sais pas quoi, je crois que c'est cassé, c'est cassé, c'est cassé. Nous, en disant une filiation, on veut que cette chaîne d'or donc qui nous lie aux ancêtres existe. Elle ne soit pas coupée comme un lambris, comme petits morceaux, ça ne va pas donner des petits qui vont se rallonger. C'est vraiment une cassure, une cassure, une cassure. Donc voilà, je pense qu'il y a cette logique. Et malheureusement, c'est pour ça que ce pays, quand je vois tout ce qu'il y a comme œuvre sur la planète d'art africain, on nous pompe, on nous pompe, on nous pompe, on nous pompe, puis on a encore. Donc c'est pour ça que je me dis, mais c'est fabuleux, on n'existe pas. Les œuvres d'art dit africain, elles portent le nom de celui qui a pillé l'œuvre ou celui qui l'a acheté et jamais celui qui l'a créé. Donc là aussi, personne ne se pose la question. Donc on est vraiment sur un vrai problème. Est-ce que, moi je le dis toujours, on peut en rigoler, bon, de toute façon c'est un patrimoine de l'humanité, mais maintenant une telle injustice qui continue à exister aujourd'hui. Bon, c'est un peu ce que j'en dis, c'est peut-être un peu de colère, mais bon, voilà. Oui, je trouve que Jules veut réagir. Sur la dialectique entre l'éphémère, justement, d'une œuvre et la conservation, en fait, et la conservation presque par hasard, en fait, de cet art rupestre qu'il y a eu. En fait, il y a et aussi sur la capacité incroyable de destruction qu'on a atteint aujourd'hui et la rapidité avec laquelle on met en œuvre les processus de destruction de choses très très anciennes. Il y a cette scène complètement hallucinante qui est une des scènes les plus troublantes, je dirais presque du cinéma. Je ne sais pas si vous voyez ce truc. C'est dans Roma, en fait, de Fellini. À un moment, ils creusent le métro sous Rome, comme ça, ils construisent les stations de métro. Et puis à un moment, la foreuse arrive et vous voyez qu'il y a une cavité comme ça dans un endroit. Alors ils creusent un trou, puis ils arrivent en fait dans une ancienne maison patricienne qui a été ensevelie comme ça, et toutes les fresques familiales, tous les visages, etc., sont peints polychromes incroyables comme ça. Regarde les gens qui viennent de faire irruption avec leurs casques de chantier, etc. Et en fait, juste l'air et la pollution qui s'engouffrent au moment où ils forent justement cette cavité-là, fait qu'en quelques minutes, les peintures disparaissent entièrement juste au contact de l'oxygène et du carbone de la circulation, et tout est effacé d'un seul coup, quoi. Ça fait penser, toutes vos réflexions font penser au biomimétisme aussi, qui est une notion assez à la mode, mais qui est reprise par des ingénieurs, par des artistes, d'imiter la nature, de trouver dans la nature des processus qu'on pourrait décliner, imiter à des fins pratiques, utiles ou artistiques. C'est quelque chose qui vous inspire ou pas? Pour moi, la nature, ça m'emmerde, donc... Non, mais c'est une source de création hallucinante qui est pour moi forcément stimulante parce qu'elle nous dépasse complètement. Je sors de mois passés dans les forêts primaires tropicales où vous êtes au cœur même de l'invention, de la créativité. C'est-à-dire que la nature, plutôt que de dire grenouille, elle va dire crapaud, petite grenouille, rainette, elle va dire jaune, bleu, noir, elle va dire nocturne, diurne, elle va dire bleu, jaune, rouge, elle va dire toxique, non toxique, etc. Et donc, on s'aperçoit que il y a quelque chose de très curieux, je trouve, dans la tendance de nos sociétés à rendre les choses de plus en plus banales, à rendre les choses de plus en plus peu créatives, si j'ose dire, alors qu'on est dans un monde qui, par nature, est créatif, puisque c'est ce bouillonnement créatif, cette espèce de bouillonnement qu'impose l'évolution, qui est une source de survie. Et je trouve ça très inquiétant quand on va effectivement chercher dans la philosophie naturelle ou dans l'histoire naturelle ce qui assure la pérennité d'une espèce, c'est justement sa capacité à être extrêmement diverse pour pouvoir encaisser les accidents du destin qui vont lui arriver. Et là, on est en train de pressentir quelques accidents du destin, dans le genre du réchauffement climatique ou des choses comme ça, alors qu'on est devenu extraordinairement spécialisé et extrêmement, comment dirais-je, efficace, mais dans une seule ligne. Et imaginez-vous que je ne sais pas quoi, peut-être que les camions s'arrêtent de rouler pendant 4 ou 5 jours et on va s'apercevoir qu'on va avoir pas mal de problèmes. Est-ce que la clé d'un meilleur monde futur tient à cette complexité? Le monde de demain sera plus complexe, comme peut l'être la nature, John Wan? Par rapport à un complexe, donc, si tu n'as pas compris les dernières phrases. Est-ce que le monde de demain va être fait d'une plus grande complexité? Est-ce qu'aujourd'hui il est trop simple? Est-ce que, comme la nature, il va être multiple? Est-ce qu'il va y avoir toute une diversité de processus, d'idées? Est-ce qu'on va retrouver sortir un peu d'un monde ultra spécialisé, comme disait Luc, et aller vers un monde plus multiple, plus divers? C'est peut-être moins l'artiste. Non, je pense que, tu sais, je voyage un petit peu et avant, il y a 20 ans, j'adorais, il y a 15 ans, j'adorais à découvrir des autres pays et découvrir des autres cultures. Et aujourd'hui, quand je voyage, je vois que c'est, je ne sais pas, peut-être c'est avec les âges, mais pour moi, c'est toujours pareil.
C'est les mêmes constructions des systèmes, les mêmes mentalités. Bien sûr, c'est une autre culture, mais tu vas trouver ton H&M, tu vas trouver ton Starbucks, tu vas trouver ton McDo. Je pense que les choses ils vont devenir plus universelles. Et c'est malheureusement comme ça. Je le vois comme ça. J'espère que la culture, ça peut rester diversifié. Mais peut-être la seule chose qui va faire une différence, ça va être les riches et les pauvres. C'est ça qui va définir la vraie culture, je dis. C'est ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. C'est-à-dire ceux qui pourront se permettre d'avoir... Ça sera une culture de... tu vois, un peu comme on parle de l'esclavage, mais il y a ceux qui possèdent, qui possèdent les entreprises pour fabriquer, pour gagner plus d'argent, et après ceux qui vont travailler. Peut-être c'est ça qui va être la culture de demain. Ouais. Comment on peut résister à cette standardisation du monde, au fait que dans chaque ville, il y ait son Starbucks, son McDo, son Jules, est-ce que... Il faut avoir du blé. Mais non, en fait, peut-être qu'il y a, en tout cas, il y a une uniformisation, une généralisation des grands modes de vie dominants, etc., à l'échelle de la planète, c'est une chose. En même temps, on observe quand même une espèce d'encellulement d'un certain nombre de populations, de catégories, comme les historiens médiévistes pouvaient parler d'encellulement à certaines périodes en fait, du Xe siècle ou du XIe siècle, où l'Europe, qui était un endroit où on circulait énormément, tout d'un coup est devenue un endroit plus fermé. Et en fin de compte, c'est sûr que il n'y a plus beaucoup de tourisme à Bagdad, par exemple, ou au Pakistan, tout simplement. C'est-à-dire des endroits où on allait jadis, on ne va plus. Et je pense qu'il y a énormément d'endroits sur Terre. Je ne suis pas sûr que l'Afrique subsaharienne ait énormément de gens qui soient beaucoup allés, mais désormais, c'est plutôt fermé. Et je pense que le Mexique, probablement, le tourisme au Mexique va à peu près disparaître, vu ce que les guerres des gangs, etc., donnent, et vraiment la guerre civile latente qui est permanente dans pas mal de pays d'ailleurs d'Amérique centrale, etc. Donc il y a plein d'endroits où juste on ne pourra pas circuler. Donc je dirais les choses vont se ressembler, et en même temps il va y avoir des endroits qui vont être coupés les uns des autres énormément. Je pense que c'est le cas aujourd'hui pour plein de raisons. Donc, et au fond, il y a une nouvelle frontière en fait. Moi j'ai été complètement ahuri par un truc vraiment intéressant qui est les recherches des microbiologistes aujourd'hui en fait, parce que finalement le continent inconnu, c'est vraiment juste le corps humain aussi, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que, c'était voilà une intuition qu'on avait, mais en gros on a en plus de nos gènes dont on est porteur dans notre ADN, etc., plus que notre patrimoine génétique, on est porteur de milliards de gènes extérieurs à nous-mêmes, chaque être humain. C'est-à-dire qu'en gros le microbiome, c'est-à-dire tous les micro-organismes, bactéries, etc., qui nous constituent, sont à chaque fois propres à chaque individu. Chacun a sa flore particulière, et ça représente des dizaines et des centaines de milliers d'organismes différents, avec des ADN à chaque fois différents. Donc on est porteur de tout ça. On a sur le poids d'un cerveau moyen, c'est 1,5 kg, et dans chaque corps en moyenne, il y a 1,5 kg de micro-organismes qui ne sont pas nous. Donc ça met un petit peu en cause le sujet cartésien, c'est-à-dire quand on dit je, et je dirais même les affects, les actions, les humeurs, c'est moi et mes copains les microbes, Et pour le coup, et c'est très bizarre parce que le sujet est complètement remis en cause. Et je dirais, et en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a un énorme travail planétaire des chercheurs en biologie sur la cartographie de ce microbiome qu'on ne connaît presque pas. C'est la vraie terra incognita. Et pour le coup, je dirais, je propose d'aller faire du tourisme à l'intérieur des intestins grêles de chacun, Voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire? Comment on résiste à cette uniformisation, à ce monde un petit peu linéaire qui se prépare? Luc et Rachid, qui veut réagir le premier? Non, mais c'est intéressant ce que tu soulignais à l'instant. On a réduit nos décisions, en tout cas sur des choses extraordinairement stratégiques sur le devenir de la planète ou sur le devenir de l'humanité, à la capacité qu'on avait de voir et de comprendre les choses. Et je crois qu'on a eu l'illusion au XXe siècle d'avoir tout compris. Et une des choses qui est intéressante tout simplement avec l'optique, c'est-à-dire que plus vous allez mettre de lentilles, plus vous allez voir petit, et plus vous allez vous apercevoir que vous rentrez dans des mondes qui sont imbriqués les uns dans les autres, qui sont successifs et qui sont complètement infinis.
Je ne vous parle même pas du domaine de la psychologie animale, je ne parle même pas de la psychologie végétale, parce qu'à mon sens, on découvrira des choses à un moment donné. On sait aujourd'hui, je vous invite à aller voir un film formidable qui va sortir au mois de novembre, mais on sait aujourd'hui que les arbres ont la capacité d'échanger des messages qui sont des messages complexes. Ils sont capables d'attirer des prédateurs de prédateurs, ils sont capables de partager des messages, et peut-être qu'un jour, dans 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, et peut-être davantage, on comprendra que là-dessous, il y avait quelque chose que pour l'instant on appelle bêtement de l'intelligence, mais qui n'est probablement pas de l'intelligence, et qui est sans doute quelque chose qui nous dépasse complètement. Et quand on rencontrera à nos ancêtres, à nos descendants, j'allais dire, qui ont coupé les arbres pour en faire du bois, ils vont probablement tomber en sanglots. Et c'est ça, je crois, l'illusion de nos générations, de nos sociétés, c'est d'avoir eu l'illusion de tout comprendre. Et je crois qu'il y a à côté, et c'est des aventures sublimes, effectivement, que ce soit de l'infiniment petit ou l'infiniment grand, si on se tourne vers l'espace, et on va découvrir des choses, et il faut qu'on arrête de penser qu'on est le centre du monde, ça me paraît vraiment essentiel, quoi. Rachid, un mot avant qu'on donne la parole au public. Moi, je pense que c'est la base de toute façon de la vie, cette philosophie du respect de la nature, c'est ce que j'en disais tout à l'heure. Moi, je sais dans la confrérie qui est celle de ma famille, ça a été les 3 symboles importants. C'est d'abord donc la religion, pour ceux qui sont croyants, c'est la mystique, donc qui suit, et aussi planter la vie, c'est planter des arbres, donner la vie. Et ça, c'est fondamental, parce que plus tu plantes d'arbres, plus tu permets aux oiseaux de venir se nourrir, plus tu permets donc à la vie de venir, à la fourmi d'exister, à l'araignée de tisser son truc. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui se lient, et c'est vraiment, tout le monde respire en même temps, au même moment, pas de la même manière, mais pareil. Moi, je suis aussi beaucoup étonné. Moi, je suis peut-être un cas aussi parmi les rares, malheureusement, peut-être. Je n'ai pas d'ordinateur, je n'ai pas de carte de crédit, voilà, je n'ai pas d'email, je n'ai pas de trucs comme ça. Je me dis, les gens oublient totalement d'écrire. Il y a de moins en moins de gens qui utilisent leurs mains pour écrire, ils sont tous en train de cliquer. Je continue à avoir du courrier qui vient dans votre lettre par le facteur, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de me contacter, m'envoyer des documents. Et de temps en temps, je suis sidéré, j'arrive à un aéroport, les ordinateurs sont bloqués, plus personne ne bouge, plus personne ne passe, tout est bloqué. Et personne n'est capable de te dire, bon, donne ton billet, je le déchire, je fais ça. Donc je me dis, le jour où il va y avoir ce qu'on a appelé, ou que tout le monde appelle un bug, réel, planétaire, plus rien ne fonctionne. Donc malheureusement, peut-être même dans les outils médicaux, dans les grandes entreprises, etc. Et on ne sait plus, peut-être, à part la machine comme ça, à calculer, faire une soustraction, une division, une chose comme ça. Est-ce que c'est bien que les gamins démarrent à l'école sans jamais savoir faire une division à la main, multiplication à la main? Est-ce que c'est peut-être pas leur donner cette route de secours éventuelle si jamais il y a une catastrophe? Bon, j'en sais rien. Moi, ça me pose des questions. Merci. On a un petit peu de temps, on a une dizaine de minutes. On va donner la parole au public. J'imagine que vous avez plein de questions. Oui, est-ce que peut-être on peut montrer tout à fait il y avait des images. Je pense qu'elles sont. Je vous laisse les commenter. Voilà ce qu'on est en train de faire peut-être dans le désert. Ah, c'est déjà dessus. Alors, moi, je ne suis pas touché à un ordinateur, donc voilà, vous allez m'assister. Vous êtes très simple. Voilà, moi, j'ose pas, je vais l'exploser. Il appuie sur le bouton, il va pénétrer dans les données du Pentagone en 2 secondes. Ouais, exactement, voilà, je me croise les doigts. Donc, c'est juste, donc là, assez rapidement, donc ça, c'est le tombeau de mes ancêtres. Ça, c'est vraiment cette filiation qui continue. Donc, la tombe qui est en bas, donc à gauche, donc c'est celle de mon ancêtre qui est venu au 7e siècle d'Arabie Saoudite. En bas, il y a une petite tombe comme un niveau de coupole, c'est ses 7 enfants. Et on voit en haut, donc à gauche, c'est les tombes, c'est le cimetière que les gens de ma famille. Donc cette tombe-là, regardez le rapport au symbole. Il y a un petit symbole dessus, au milieu donc de la tombe. Ça veut dire que c'est une femme qui a eu des enfants, qui est enterrée là. C'est juste ce petit symbole. Donc on sait, c'est aussi cette lecture de tous les messages, de tous les signes, les symboles. Et à droite, c'est les mausolées que je suis en train de restaurer, parce que sinon ça allait s'effondrer. Vas-y, on passe à l'autre image. Voilà. Alors là, voilà, on voit en haut à gauche cette maison en rose de sable. Donc, je suis en train de développer. On voit tout le travail qui est fait donc, de conciliation avec les barres d'acier à l'intérieur, toujours avec des roses de sable. Et il n'y a pas de ciment, il n'y a que de la chaux et du gypse. Et vous voyez l'architecture de la maison en bas. Le lit est construit directement en rose de sable, il est lissé par la chaux, avec toute l'architecture des étagères, la bibliothèque, tout y est déjà, mais comme une sculpture. Donc, la maison travaille comme une vraie sculpture pour abriter un humain. Vas-y. Voilà, ça c'est la palmeraie. Donc on voit le bulldozer en train d'étaler donc les dunes de sable, les bases des palmiers que j'ai achetés, le début des plantations et la séparation donc avec la palme déjà tissée pour éviter que le vent de sable nous ramène des dunes et qu'engloutisse donc les choses. Vas-y.
Voilà, là, à gauche en haut, on voit donc cette ville qu'ont construit mes ancêtres au 7e siècle, qui est totalement en terre. Donc, et elle a cette chose extraordinaire, c'est la seule ville au monde qui existe, qui est construite sur une base de 8 mètres de hauteur, de troncs de palmier, mais posée à plat. Elle est vraiment comme une île flottante. Parce qu'à l'époque, il y avait de l'eau, donc vous l'avez vu, vous êtes venu. Donc, il y avait de l'eau, un shot d'eau salée. Et quand il y a eu toutes les gens tirant le pétrole, on vidait les poches de pétrole et l'eau de ces shots est rentrée dans les poches. Donc, du coup, ça a séché les troncs de palmier et ce fait que la ville a commencé à s'écrouler. Donc, on voit le travail qu'on fait donc, sur la droite en bas avec les femmes, donc on leur apprendra à dessiner, à démarrer des projets donc, de design de vêtements donc, contemporains, des pièces uniques, qu'on voit sur la gauche donc brodées, des pièces uniques. On a monté une bibliothèque dans plein désert pour les jeunes qui malheureusement n'ont pas accès donc, à des villes avec des grandes bibliothèques. Et en haut à droite, c'est à la Biennale de design Saint-Étienne, on a pu déjà montrer leur travail. Voilà, alors là c'est le jardin des eaux usées, donc on a construit dans cette confrérie qui a été mis au point par donc, une équipe américaine. C'est les projets de cette équipe qui a fait Biosphère 2, donc c'est le premier jardin des eaux usées installé en plein Sahara en Algérie et dans une confrérie. Et depuis donc le ministre de l'hydraulique en Algérie, qui était un ami de classe, a vu ce projet et il a décidé donc de l'implanter un peu partout dans les zones où il y a des petites communautés donc, de nomades ou d'autres, au lieu de mettre des égouts et de faire disparaître l'eau. Donc là, les plantes, elles sont arrosées par en bas, donc elles ne sont même pas arrosées. Elles se nourrissent de tout ce qui est rejeté par donc, les maisons, que ce soit les cuisines, les toilettes, etc. Et on récupère de l'eau semi-propre qu'on peut de nouveau arroser avec une partie de la palmeraie. Voilà, donc on voit les plantations là, dans le jardin des eaux usées, où j'avais dessiné comme une forme de grand croissant. Voilà, donc ça c'est quelques petits projets qu'on est en train de faire là. Merci. Merci. On a 5 bonnes minutes. On va essayer de prendre 1 ou 2 questions du public. Vous avez des micros, donc il faut. On va sélectionner les questions les plus intelligentes. Voilà. Faites passer des papiers. Vous avez un petit bouton rouge qui donne accès au micro. Alors, je crois qu'il y a une question ici, premier rang. Les bons élèves. Bonjour, j'aimerais bien commencer par partager un bout de chanson qui s'appelle Prière pour la Terre. Je pense que ça va bien dans le thème de ce qui a été dit ici. Terre, la terre, notre terre, être de chair multimillénaire, mère, la mer, la terre, mère, notre mère. Miracle de la vie, bravo. Mystère de la terre, si proche, si belle, secrète, éphémère, généreuse, abondante, tu donnes constamment. J'ouvre ma conscience, confiante, et mon corps redevient le tien à nouveau. Les deux ne font plus qu'un. Merci. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez une question pour un de nos artistes ici présents? Alors, si vous permettez, avant de poser la question aux artistes, et merci pour vos partages, j'ai senti que c'était très très inspirant, j'ai pris plein de notes et ça travaille déjà dans la tête et ça va travailler dans le corps aussi certainement pour créer des choses. Avant de vous poser la question, j'aimerais bien présenter un tout petit peu en 2 ou 3 minutes ce projet Prière pour la Terre. C'est un projet que je porte qui est basé sur la chanson... 30 secondes alors, oh, parce qu'on est très en retard. Super rapide, ok. Donc c'est un projet que je porte, Prière pour la Terre. Vous avez entendu le texte, c'est vraiment le retour à la Terre, à la nature qui fait partie de nous et nous faisons partie d'elle. J'ai associé d'autres artistes, chorégraphes qui dansent dans la nature, qui va faire une chorégraphie. J'ai associé une compositrice qui crée des voix. J'ai une chorale d'enfants qui chantent. On va passer dans des écoles du sud de la Picardie pour enseigner la chanson et la danse aux enfants. Ensemble, on va le danser lors du festival Land Art au mois de juin cette année dans le sud de l'Oise. J'ai lancé une campagne de financement participatif sur KissKissBank. Le projet s'appelle Prière pour la Terre et vous êtes tous invités à nous soutenir. Merci. Alors, la question est... Bon, je vous ai raconté mon rêve. J'aimerais bien savoir quels sont vos rêves d'artiste. Attention, vous allez être sélectionné. Vos rêves. Quel est votre rêve? Le rêve de chacun. Moi, je pense que le nom d'abord, c'est d'être ensemble, d'être tous soucieux de la même manière.
venu ici par un hasard, déjà, et c'est formidable, peut-être qu'on est déjà assez nombreux. Luc, je suis pris au dépourvu là. Il y en a plusieurs peut-être. Non, mon rêve, c'est que c'est une utopie, c'est une vaste utopie. C'est d'imaginer une gouvernance, une gouvernance qui permette à l'humanité de prendre des décisions vitales sur les grandes questions environnementales et qui nous permettent d'avoir juste une espérance de survie en tant qu'espèce qui soit au-delà des 25 prochaines années. Ça veut dire peut-être un parlement des choses ou une espèce d'assemblée, conseil Je sais pas, on est à l'UNESCO là, donc on a vu ce que ça donnait, donc c'est bien pour ça que je parlais d'utopie tout à l'heure. J'espère que la force de la nécessité nous amènera à être intelligents. On s'appelle Homo sapiens sapiens, peut-être qu'on pourra rajouter un sapiens, alors là on sera très fiers de nous, quoi. Jules? Je ne sais pas si vous connaissez Réponse, c'est un dessin animé pour les enfants qui est vachement marrant, c'est une fille qui a les cheveux très longs, et puis à un moment il y a une espèce de guerrier sanguinaire avec un gros casque, et il dit, parce qu'il y a tout un truc, c'est moi j'ai un rêve, et lui son rêve c'est de collectionner les petites licornes. Donc c'est comme lui, voilà. John Wan, c'est moi. Un seul rêve, parce que j'ai beaucoup de rêves, mais j'espère que n'est-ce pas, un rêve, ça c'est dur comme question. Oui. Allongez-vous. Oui, ça c'est dur. Un seul rêve, wow. Que je peux faire tout ce que, je vis longtemps, mais je peux impacter le monde, changer des choses avec ma peinture et voilà, c'est tout. Petit rêve. Merci. Peut-être une toute dernière question, vraiment pour clore le débat, si quelqu'un... Allez-y, parlez dans le micro. Bonjour, je suis étudiante en design et j'ai une question pour John Wan. Je connaissais un peu votre travail et je sais que vous êtes passé de la rue à la toile. Est-ce que ça a toujours du sens de faire du street art dans des expos et dans des musées? Est-ce que ça reste du street art? Et vous disiez que vous ne vouliez pas que ça soit éphémère, mais est-ce que c'est pas même l'essence de cet art? Est-ce que c'est pas aussi le fait que ça change tous les jours qui fait que ça apporte à chaque graffeur et que ça évolue en fait, et qu'il reste quelque chose? Oui, ça c'est très intéressant parce que même aujourd'hui, je pensais à ça parce qu'il y avait avant-hier, parce qu'en ce moment, ils répandent les bandouches. Et il y a beaucoup d'artistes de rue qui peignent les bandouches et beaucoup de mes confrères qui existent toujours dans la rue. Mais par contre, moi, je n'étais pas là à cette réunion des artistes, les vrais artistes de la rue. Et moi qui est un peu les vendus, ceux-là qui vendent des toiles, qui est dans les business, tu vois. Mais je me vois comme 50 ans et ma vie c'est toujours une évolution. Sur mon combat, c'est un peu différent. C'est comme Mélenchon, c'est prendre le pouvoir. So, rester dans la rue, ça c'est quelque chose que je connais bien. J'ai déjà passé par cette épreuve là-bas et j'ai survécu. Je suis une survivante. Mais mon combat, c'est pour, comme Mélenchon, c'est prendre le pouvoir. Oui. Ce sera le mot de la fin. Merci. Merci à nos quatre artistes. Je crois qu'on peut les applaudir. J'espère qu'ils vous ont donné plein d'idées, de perspectives pour notre futur.